Un menu à vous mettre l'eau à la bouche cette semaine dans Méditerranéo. Avec l'huile des oliviers de Provence, tout d'abord, des ingrédients indispensables au paysage et à la cuisine méditerranéenne. Pour suivre, le fromage viendra de Pag en Croatie, un fromage de brebis labellisé qu'on ne produit que sur cette île. Direction ensuite l'étang de Thau en Occitanie. Réputée pour ses huîtres, cette lagune est riche d'une biodiversité incomparable. Notre reportage mémoire enfin reviendra sur le litige qui oppose toujours le Maroc et l'Espagne. Ils se disputent la souveraineté d'un îlot du détroit de Gibraltar. En Provence, depuis des centaines d'années, l'homme cultive les oliviers pour en tirer un nectar doré, l'huile d'olive. Nous sommes allés à la rencontre des oléiculteurs, des mouliniers et des restaurateurs pour découvrir ce fruit d'exception. Au cœur de la vallée des Baux, les oliviers se fondent dans le paysage. Antoine Morat a décidé de leur consacrer son énergie. Et vous chargez celui-là là-bas. Alors, vous revenez par là. Allez, ok, là-bas, l'autre là-bas. Allez, ok. Depuis 4 générations, sa famille est propriétaire d'oliveraies. Et chaque hiver, il est, durant quelques semaines, fort occupé à ramasser ce fruit particulier que seuls les inconscients croquent à pleines dents. Quelquefois, il y a des touristes qui passent dans le champ et qui nous demandent si ce sont des oliviers. On leur dit oui, ce sont des oliviers. Et ils me demandent est-ce qu'on peut les goûter. Ben oui, vous pouvez les goûter. Et donc ils mordent l'olive et puis ils la recrachent aussitôt parce qu'à l'intérieur, évidemment, l'olive est très amère. Il y a une molécule qui s'appelle l'oleuropéine et qui rend l'olive très amère. Il y a 50% d'eau, 30% de chair et de noyaux et 20% d'huile. Ce qui explique un peu la cherté de l'huile d'olive parce que vous avez un fruit qui ne vous donne que 20% de ce que vous récoltez en fait. Et pour récolter ces olives, Antoine Morat a troqué son peigne à main contre un peigne électrique. Alors c'est des peignes avec des doigts en polycarbonate et ça n'abîme pas les feuilles, ça n'abîme pas les branches et ça fait tomber les olives. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Elles sont bien accrochées cette année. En fait la sécheresse les a beaucoup durcies. Elles sont très dures les olives, elles tombent difficilement. Sur cette parcelle, ce sont des olives Aglando, une variété endémique de la vallée des Baux. Ça fait partie des variétés qui constituent les 5 variétés qui sont dans l'AOP Vallée des Baux. C'est une olive un peu longue, mais qui normalement est plus charnue en début de tête. Voilà. La sécheresse fait qu'elles sont un peu plus petites que d'habitude. Mais ça ne fait rien, ça n'enlève rien à la qualité de l'olive. Bien au contraire, elles sont encore beaucoup plus goûteuses, elles ont une complicité aromatique qui est très intéressante. Chaque année, l'oléiculteur récolte 60 tonnes d'olives. Des olives dont il faut très rapidement s'occuper. Et ça va au moulin à Cravenco dans pas longtemps. Dans le cahier des charges de l'AOP Vallée des Baux, l'olive doit parvenir en moins de 48 heures au moulin. Vous allez bien? Comment il va? Impeccable. Hein? C'est reparti pour une année? Oui, c'est parti. Allez, la picholine. Des moulins, il y en a partout. Nous sommes à Villeneuve-les-Avignon. À l'accueil, c'est Nicolas. Il réceptionne les apports pendant 1 mois et demi. Et il se transforme en chef d'orchestre pour mettre en musique le ballet des olives. La balance est à 0. Donc on va pouvoir peser vos olives. Alors j'ai 7 petits oliviers et je les ramasse à la main, de façon complètement artisanale, sans peigne, sans rien, comme ça, avec un petit panier autour du cou que je remplis à mesure. Voilà. On permet à tout un chacun de venir apporter ses olives. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être 1 ou 2 oliviers dans son jardin, mais on leur demande la même chose qu'à un professionnel. C'est-à-dire il faut cueillir sur l'arbre, faire un effort sur les feuilles et venir sous 48 heures maximum après la cueillette. Et ça, visuellement, on le voit très rapidement si ça a été gardé ou pas. Les olives prennent ensuite le chemin du broyage. C'est dans ce bâtiment, à l'arrière, qu'elles vont être transformées en huile. La première étape, c'est laver les olives.
Donc c'est quand même, on sait d'où elles viennent, mais c'est quand même primordial pour nous de savoir qu'on travaille avec des olives propres. Étape suivante, broyage, malaxage et pour terminer, extraction. Résultat, une huile extra vierge, quasiment fluorescente, au goût fruité. On est sur des olives mûres, assez tournantes on va dire, mais on est quand même sur une huile qui reste assez verte, bien verte, avec un fruité assez ardent. Hein, on a vraiment l'herbe un peu qui est dans la bouche, quoi. On est vraiment sur un fruit très jeune. Pour sublimer ce nectar doré, il faut forcément un grand chef. Direction l'autre côté du Rhône, à Avignon. Bonjour Florent. Ah, bonjour Philippe. Comment tu vas? Philippe Chansigot, oléiculteur, a rendez-vous avec Florent Pietraval, grand chef. Comme un grand vin, l'huile d'olive se débouche et se déguste entre amis. C'est exceptionnel. Philippe, parle-moi de ton huile d'olive. C'est une huile qui a de la présence, qui est longue en bouche, qui a une belle viscosité, qui est bien équilibrée, avec des arômes d'amande, et puis effectivement un fort piquant en bouche, très épicé, quoi. Pour ce grand chef, l'huile d'olive est la base de la cuisine provençale. C'est ça qui fait tout, quoi. On commence avec l'huile d'olive et après le reste, on trouve un poisson, une viande, voilà, quoi. Et pour chaque huile d'olive, il y a un plat différent, quoi. Moi, quand je goûte son huile d'olive, je l'imagine cuisiner en fait. C'est une huile d'olive qui dans un jus de viande, dans la bouillabaisse, quand vous l'émulsionnez avec l'huile d'olive, ça va ramener de la fraîcheur, ça va ramener de la rondeur. Et ce jour-là, pour sublimer l'huile d'olive de son ami, moi, je suis parti sur un plat typique de chez nous, la bouillabaisse. Ah! Et après, donc, voilà, La mer. avec du chapon, poisson de Méditerranée. Le poisson à confit dans l'huile d'olive. D'accord. dans la bouillabaisse du chef, il y a aussi des camberos d'Italie et du poulpe grillé, mais également d'étonnants copeaux. C'est de la bouillabaisse qu'on a fait sécher sur le côté du fourneau, tout doucement, pendant 48 heures. Et à la fin, on obtient une cristallisation de bouillabaisse et vous retrouvez une chips. Donc il n'y a pas de farine, il n'y a pas de gluten, c'est juste du poisson, de l'eau et de la cuisson. Pour terminer, quelques gouttes d'eau de vie d'huile d'olive dans la sauce et évidemment, encore un peu d'huile d'olive. On émulsionne et c'est presque prêt. Et tu regardes au moins ce que tu fais, parce que concentre-toi. On coule délicatement donc la gelée de bouillabaisse dans l'assiette. D'accord. Magnifique. Voilà, c'est fait, bravo. Il y a des petites choses comme ça qui me plaisent. Alors j'ai envie de goûter ça tout de suite. Je suis heureux. C'est le bonheur absolu. Quand je travaille dans les champs, je pense à mon Pietraval en cuisine. Et puis je me dis, bah, t'as intérêt à essayer de faire bon, parce que si lui il veut faire quelque chose de créatif, bah, t'as intérêt à lui amener le meilleur de la terre. Voilà pourquoi. Je suis extrêmement heureux. Les petites viennes, mais quelle est cette belle voix? Sur l'île de Pag, en Croatie, les brebis sont plus nombreuses que les habitants. Avec leur lait, on fabrique l'un des fromages les plus réputés du pays et même d'Europe. La production reste familiale et artisanale, le tout dans un environnement somptueux et unique. « 6 heures du matin pour cet éleveur de brebis de l'île de Pag en Croatie. L'heure du premier repas pour son troupeau de 80 bêtes. Son planning est respecté à la lettre. Le lait qu'il produit bénéficie d'un label qualité aujourd'hui reconnu internationalement. Comme la vingtaine de producteurs de cette petite île au large de Zadar, dans la région de l'Istrie, il sait qu'il évolue dans un environnement local privilégié. Une histoire qui remonte au temps où cette région dépendait du royaume de Vénétie,
un royaume qui avait fait de cette île un territoire de production de sel. L'île de Pâques a d'abord été connue pour sa production de sel. On l'a longtemps surnommée l'île de l'or blanc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais tout ce sel marin porté par les vents se retrouve sur l'herbe de l'ensemble de notre île. Toutes nos brebis sont depuis toujours habituées à cette saveur singulière de cette herbe très aromatisée. Elles sont lâchées librement sur l'ensemble de l'île. Et le lait qu'elles produisent bénéficie de cette matière première si particulière, si naturelle. C'est de là que vient la qualité originale de l'ensemble de notre production. Un cadre naturel exceptionnel, un respect de l'environnement exemplaire, le tout pour une production unique. Sur cette île, l'écosystème reste une priorité. Ce petit territoire de 300 km² ne peut accueillir plus de 32 000 brebis, un quota qui est strictement appliqué. Autant d'atouts au service d'un label qualité incontestable. Dans l'une des 3 entreprises de fromage installées sur cette île, on privilégie avant tout un savoir-faire traditionnel, et ce, sur l'ensemble de la chaîne de fabrication. Notre société de production de fromage est la plus ancienne de l'île de Pâques. Nous avons toujours maintenu la tradition et un savoir-faire ancestral, c'est un gage de qualité pour nous. Ici, nous sommes dans la phase de la pasteurisation. Quand ce lait est durci, nous le récupérons sur cette chaîne et on le met déjà sous cette forme quasi définitive. Paskisir, c'est le nom croate de ce fromage de brebis à la texture ferme. Il bénéficie d'un label IGP, indication géographique protégée. C'est le plus connu en Croatie. De 2 à 18 mois, c'est le temps nécessaire pour son affinage. Dans cet atelier, on produit ce que l'on appelle en croate le skuta, c'est-à-dire un fromage très jeune, très frais, très similaire à la ricotta italienne. On contrôle la température qui ne doit pas varier au-delà de 75 à 90 degrés. Quand c'est fini, on obtient un fromage très riche en protéines que l'on peut aussi consommer très vite. 150 tonnes de fromage par an sont produits en moyenne dans cette entreprise. 10% sont réservés à l'exportation, le reste pour le seul marché croate. Ces dernières années, de nombreuses récompenses internationales sont venues saluer les produits sortis de ces chaînes de production. Ce fromage de Pâques fait partie intégrante de l'histoire de notre île. Tous les habitants ici sont très fiers de ce produit reconnu internationalement. Nous sommes présents en Europe et dans le monde. On a reçu beaucoup de prix à l'étranger, comme celui que l'on nous a donné à San Sébastien en Espagne. La plus haute distinction de tous les fromages d'Europe centrale. Et les Anglais, récemment, nous ont remis la médaille d'or du meilleur fromage de brebis européen. Dans notre entreprise, le personnel est très fier de toutes ces récompenses. L'île de Pâques, en dehors des périodes touristiques, vit aussi au rythme imposé par ses éleveurs de brebis. Ici, tout le monde connaît et respecte la valeur et la qualité du lait qui est produit sur ce minuscule territoire. Nedel aime ses rendez-vous quotidiens avec ses brebis, un travail qu'il a choisi dans un environnement exceptionnel, un métier d'éleveur qui a ses contraintes mais avec lequel il peut vivre normalement sur son île. Je suis un producteur de lait. Je possède 80 brebis. Et avec ce travail, j'arrive à faire vivre ma famille. Je vends ma production aux entreprises sur l'île. On vend aussi quelques agneaux pour leur viande. Chez nous, l'agneau est très apprécié. La demande est importante lors des cérémonies, comme les mariages ou pour la Noël. On fait un métier difficile. On ne peut pas dire que l'on soit riche, mais on vit convenablement. Un contrôle continu sur l'ensemble des circuits de production. La vingtaine d'éleveurs installés sur cette île de Pâques se soumet sans difficulté à cette exigence de suivi. Le maintien des différents labels qualité est à ce prix. Limités sur leur niveau de production, les éleveurs ne peuvent alors s'appuyer que sur la qualité unique de leur fromage.
L'objectif principal de notre association est de conserver au mieux l'authenticité de notre production. Et pour cela, on procède de plusieurs manières. Tout d'abord, on surveille la qualité de nos brebis. Pour notre fromage, c'est pareil. Un label qualité d'origine est reconnu en Croatie. On travaille actuellement pour bénéficier du même statut au niveau européen. Ce travail de défense est essentiel pour faire respecter la qualité et la spécificité de notre production. Notre objectif n'est pas de l'augmenter, ce n'est pas possible sur notre île. Dans ce coin de terre privilégié, il est un mot qui résume bien le quotidien des 8000 habitants de cette île de Pâques, celui de respect. Respect pour la défense d'un environnement unique, mais aussi pour celui d'une production locale à nul autre pareil. L'étang de Thau est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie, 70 km² de superficie et une richesse écologique incontestable. Il abrite une faune et une flore qu'il faut protéger d'une urbanisation toujours menaçante. Un océanographe et son équipe travaillent sans relâche pour recenser et protéger ce milieu marin. L'étang de Thau, sans doute la plus connue des lagunes du Languedoc et qui pourtant réserve encore quelques surprises. Bon, Stéphanie, tu prends les doubles décamètres? Ce matin, ils sont une dizaine de plongeurs venus d'un club local pour prêter main forte à l'océanographe Patrick Louisy dans sa tentative d'évaluation d'une bien étrange créature. Un museau quand même très long. Hein, si on regarde par rapport à la longueur de la tête, le museau est 2 fois plus long que le reste. Donc quand vous traînez dans l'herbier, pensez à une herbe qui pourrait bouger un petit peu ou qui sera un peu plus épaisse qu'une herbe standard, quoi. Il y a une végétation déjà qui est très spéciale, très riche, et tout un tas d'animaux qu'on voit pratiquement jamais ailleurs. C'est un milieu d'exception, simplement. Sous la surface de cette petite mer intérieure, c'est un autre monde qui apparaît. Au milieu des herbiers de Posidonie, par quelques mètres de profondeur, les plongeurs découvrent un aquarium exceptionnel où l'on croise des anémones et des limaces multicolores, ou d'étranges araignées de mer. Mais surtout ces poissons aiguilles et ces hippocampes que Patrick Louisy et ses volontaires sont venus chercher. Un petit cheval de mer qui est bien un poisson, avec ses ouïes, ses nageoires et ses écailles. Une espèce qui reste très peu connue, mais surtout menacée d'extinction. Il y a dans plein d'endroits une surexploitation des hippocampes. Il y a la médecine traditionnelle chinoise qui joue un rôle important dans certaines régions. Il y a les aquariophiles qui en mettent dans leurs aquariums. Et puis ça continue à être utilisé pour faire des souvenirs. Les gens qui promènent leurs cadavres d'hippocampes pour faire joli. Ouais, dans des algues ramifiées. Alors qu'est-ce que ça des algues brunes. On a vu un cingnate. C'est bien. Sur des algues ramifiées. La colonie d'hippocampes de l'étang de Thau est l'une des plus importantes en France avec celle du bassin d'Arcachon. Plus 5 encore. Les recherches de Patrick Louisy ont déjà permis de dévoiler quelques-uns des mystères de cette petite merveille de la nature. Mais surtout de changer le regard que lui portent les riverains de l'étang de Thau. L'hippocampe, c'est clairement une richesse dont les gens n'avaient peut-être pas totalement conscience ici. Et je crois que depuis qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, à les étudier, à le faire savoir, on s'aperçoit que les pêcheurs, les conchyliculteurs et finalement tous les gens qui vivent autour de l'étang prennent conscience qu'il y a cet animal extraordinaire ici chez eux, qui est cet hippocampe, et qui fait que les gens, je crois aujourd'hui, réalisent qu'il y a une vraie richesse aquatique dans la lagune. Des chevaux sous la mer et un cheval à terre. Au hasard de notre périple, nous tombons sur Boris Crespo, garde du littoral et responsable de la surveillance de l'étang de Pisse-Vache. Aujourd'hui, Boris patrouille sur le Gros, comme on appelle l'embouchure d'une lagune. Un Gros entièrement naturel, une exception dans la région. Ici, on se situe sur un des derniers Gros
qui fonctionne naturellement donc, sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon, à savoir qu'il n'y a pas eu d'artificialisation de l'homme. On a laissé donc, le fonctionnement naturel de manière à éviter de perturber au maximum cette lagune. Victimes de leur mauvaise image, les lagunes, comme celle de Pisse-Vache, ont longtemps été négligées, modelées et parfois même comblées pour laisser la place à des activités humaines. Si dans le Languedoc-Roussillon, cette époque semble révolue, les zones humides restent un patrimoine naturel menacé aux quatre coins de la planète. Il y a a priori 50% des zones humides qui ont disparu dans le monde depuis 30 ans. D'où l'importance de les protéger voilà, et d'essayer d'arriver à les maintenir en bon état de conservation. Un peu plus au sud, c'est l'étang de Bages qui nous donne l'occasion de découvrir l'étrange bestiaire de Jonathan Loire. Jonathan est photographe et naturaliste, à moins que ce ne soit le contraire. En tout cas, il allie depuis des années la photographie et l'observation de la nature, en Belgique, sa terre natale, comme dans le Languedoc, son terrain de jeu favori. Je me considère quand même plus comme étant naturaliste parce que le but premier d'être à l'extérieur, c'est aussi d'observer, de comprendre avant de photographier. Même si c'est vrai que depuis quelques années, j'ai du mal à sortir sans mon appareil photo. Mais à la base, ouais, je serais plutôt tenté de dire naturaliste. Ouais. Début de printemps, on a les retours des migrations. Donc c'est plutôt des espèces comme les chasses, alors il y a le flamant rose, après il y a tous les petits limicoles évidemment qu'on va avoir, comme les chevaliers, les bécassos, etc. Infatigable quand il s'agit de traquer la vie foisonnante des marais, Jonathan a même fini par y découvrir un monde minuscule et quasi invisible. Un monde qui ne semblait attendre qu'un photographe pour être dévoilé. Est-il marocain ou espagnol? L'îlot Leila dans le détroit de Gibraltar reste déchiré entre ces deux pays, même si les soldats ont maintenant quitté son sol. Restent quelques chèvres et leurs gardiennes que nous avions rencontrées en 2002, ainsi que des trafiquants qui profitaient de cette querelle d'un autre âge. Regardez là-bas, il y a mes chèvres et l'île m'appartient, à moi et au roi. Tu entends? Les chèvres de l'îlot Leila, de petits points, plus faciles à voir au téléobjectif qu'à l'œil nu. En tout cas, depuis l'endroit de la côte où se tiennent la plupart des visiteurs, venus contempler ce rocher qui défraya la chronique internationale. J'allais et je revenais sur l'île avec ma barquette, avec mes filles qui pêchaient pour qu'on ait à manger. Moi, je n'ai pas d'homme, je n'ai qu'un garçon. Et les enfants traversaient à la rame, depuis cette plage, là-bas. Désormais, les traversées des petits-enfants de la chevrière de Leila sont impossibles. À peine s'éloignent-ils de la crique de leur grand-mère que, prévenus on ne sait comment, arrive une vedette de la Guardia Civil, venue de l'enclave espagnole de Ceuta, à plus de 4 nautiques, 6 km environ. Et parce que dans les parages de Perejil, alias Leila, comme ailleurs, le ridicule ne tue pas, la vedette arraisonne les gamins. L'incident naval se solde par la relaxe du jeune équipage marocain qui gratifie les Espagnols d'exclamations dont « Vive le roi » est la plus polie. Au début de juillet 2002, lorsque 6 gendarmes marocains s'étaient installés sur l'îlot, la chevrière de Leila avait pu poursuivre ses traversées pour s'occuper de ses bêtes et en profiter pour faire un peu de commerce, parce qu'apparemment, la logistique marocaine n'était pas à la hauteur de ce que les officiels espagnols dénonçaient comme une inadmissible occupation. Les chèvres, j'allais les traire quand il y avait les soldats de la gendarmerie. Je passais avec la barque et ils m'appelaient. Comment vous avez vécu l'intervention des Espagnols? Même toi, tu aurais eu peur. Les hélicoptères, les soldats. Les chèvres ont eu peur. Il y en a une dizaine qui se sont jetées à la mer. Nous les avons vues de nos propres yeux. Elles tombaient, elles tombaient.
Si la médiation du secrétaire d'État américain Colin Powell a permis le retrait des troupes espagnoles de l'îlot et la promesse des Marocains de ne pas y renvoyer de gendarmes, la question des chèvres de Leila est restée ignorée des chancelleries. Le seul argument commun aux Espagnols et aux Marocains pour justifier une présence armée dans la zone de l'îlot, c'est la lutte contre les trafiquants, puisque cet endroit, qui est celui où le détroit de Gibraltar est le plus étroit, est un paradis pour les passeurs qui acheminent d'Afrique en Europe des clandestins, des stupéfiants ou des cigarettes. Mais un bref séjour aux abords de l'îlot suffit pour constater que les trafics continuent de bien se porter. Sur le sentier, des muletiers acheminent sereinement des marchandises de contrebande dont la plupart proviennent de l'enclave espagnole de Ceuta et sont vendues dans la région de Tanger. Méditerranéo est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.